Donc bonjour à tous. Donc moi je me présente, je suis Valérie Siquelero, je suis médecin conseiller technique du recteur de Toulouse. Et donc autour de cette table ronde, nous allons évoquer la question de l'école inclusive. On a beaucoup parlé de l'école ce matin qui repère, qui dépiste. Et cet après-midi, nous allons parler d'une école qui accompagne, qui s'adapte aux particularités des élèves, des enfants. Et donc pour parler de ces questions-là, donc j'invite les participants à me rejoindre. Donc, Monsieur Detchard, chacun se représentera plus longtemps, et inspecteur conseiller technique ASH du rectorat de Toulouse. Madame Donati, qui est directrice d'un établissement médico-social. Bonjour. Donc, je vous remercie pour votre participation. Monsieur Tosi, qui coordonne une équipe mobile d'appui médico-social. Et Madame Charnet et Madame Branciard, qui représentent... Ah, pas du tout. Non, me dit-on. Alors, excusez-moi. Madame Charnet, qui représente l'association AP10, accompagnée de Madame Comer. Très bien, merci beaucoup. Voulez-vous mettre côte à côte, peut-être? Voilà. Bon, on va attaquer dans le vif du sujet. Donc, je vais passer la parole en premier lieu à Monsieur Detchard. Donc... qui va nous, en fait, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que peut-être qu'il nous parle du cadre de l'école inclusive. Vous savez que c'est une politique, on parlait des politiques tout à l'heure, qui a été très annoncée, très médiatisée, avec une rentrée scolaire 2019 aussi très inclusive. Et M. Detchard va nous expliquer en quoi l'école se veut inclusive. Voilà. Bonjour. D'abord, il y a deux éléments qui sont fondamentaux pour la rentrée 2019. Il y a effectivement l'école inclusive, une école qui se veut à pouvoir accueillir tous les élèves quels qu'ils soient, donc je vais y revenir. Mais peut-être plus précisément, je ne sais pas qui passe la diapo à ce moment, c'est moi, hein, c'est ça? Ah, pardon. Je le fasse? Non, juste je comprends comment ça marche. Oui, je suis d'accord avec vous. Je t'aide. Ah, on l'avait bloqué. On ne l'avait pas bloqué. Alors pendant ce temps-là, donc il y a deux choses. La rentrée école inclusive, mais il y a surtout le fait que l'école maternelle devient obligatoire. Et ça, c'est pas rien. Alors vous me direz, oui, 98% des élèves de 3 ans étaient déjà à l'école maternelle. Il en reste 2%. Ensuite, il y avait Et puis parmi ces 2%, il y avait un certain nombre d'élèves à besoins particuliers, on va dire, qui n'étaient pas à l'école. Donc voilà, aujourd'hui, on a une obligation de scolarisation de ces jeunes. Et puis on avait des territoires où il y avait beaucoup d'enfants qui n'étaient pas scolarisés. Mes collègues de l'Ariège qui sont présents peuvent témoigner quand même que, par exemple, c'est un territoire où on a quand même pas mal d'instructions à domicile qui relève dont je ne vais pas préciser aujourd'hui toute la réglementation autour de ça, mais quand même, il y a cette problématique aujourd'hui qui fait que l'école maternelle est une véritable école pleine et entière à laquelle a droit tous les enfants. C'est un droit, d'accord? Les familles doivent pouvoir scolariser leurs enfants. Donc se pose la question d'une école adaptée à la situation de ces jeunes enfants, 3 ans. C'est pas rien. C'est un enfant de 3 ans, c'est pas un enfant de 4 ans, c'est pas un enfant de 5 ans. Enfin, si je dis ça, c'est parce qu'on sait très bien qu'à cet âge-là, il y a des grandes différences selon l'âge de l'enfant, mais il y a aussi des différences pour un même âge entre différents enfants selon le milieu social, le milieu culturel ou selon les problématiques de santé que peut avoir rencontré l'enfant. Donc, la problématique de formation des enseignants qui va aujourd'hui se poser encore de manière plus accrue autour de cet accueil-là, un accueil adapté et une école qui soit adaptée à l'accueil de ces jeunes enfants. Alors, tout ce qui a été évoqué précédemment, toutes les expériences et toutes les modalités mises en œuvre sont extrêmement intéressantes pour aider les enseignants, au final, qui connaissent quand même assez bien leur métier, qui savent à un moment donné se questionner sur, au final, la différence d'un enfant vis-à-vis d'une cohorte d'enfants ordinaires, on va dire, et voir rapidement qu'il y a des différences, et qui doivent avoir un réflexe à la fois d'observation, de pouvoir rapidement participer à un dépistage, se faire aider par les RASED. Les RASED
existent encore et sont toujours des structures qui permettent d'aider au repérage. Et puis après, les médecins, le médecin de PMI, médecin de santé, et puis après, tous les outils qui ont été présentés. Le dernier me semblant extrêmement intéressant. Voilà. Et ensuite, il y a toute la question de la formation des élèves et des enseignants. Donc ça, c'est une chose qui me semble importante. Et la deuxième chose, voilà, c'est dans l'école ordinaire, on a un certain nombre, vous savez, on a des dispositifs, on a des protocoles. Donc là, j'ai mis les protocoles qui existent, on les connaît, PPRE, PAP, PAI, etc. Selon qu'on a bien dépisté et établi un diagnostic, on est en capacité de faire des propositions qui s'inscrivent dans des protocoles. Voilà, donc je les ai mis, vous les aurez, et puis ça vous les permettra pour ceux qui n'en ont pas connaissance. Mais voilà, on a un ensemble de procédures qui existent, et puis après des dispositifs, je les utilise, vous en avez entendu parler, et de plus en plus aussi de dispositifs en lien avec le médico-social, sur lequel je vais revenir, puisqu'on a la chance d'avoir un représentant du nouveau dispositif EMA. En fait, l'école inclusive, cette rentrée 2019, elle dit il faut accueillir tous les élèves. Alors, la réalité de notre école aujourd'hui, c'est quand même d'avoir dans une même classe des élèves qui relèvent des différents protocoles que j'ai présentés. Et parfois, ils ne s'inscrivent même pas dans des protocoles. On a des enfants qui sont en difficulté d'apprentissage. Ce qui est normal. Je veux dire, quand on apprend, on peut être en difficulté. Il n'y a rien d'anormal. L'essentiel, c'est qu'on puisse apporter des réponses adaptées à la situation. Et pouvoir effectivement faire en sorte que les élèves s'inscrivent dans ces apprentissages. C'est valable pour la maternelle. Je reste toujours dans le champ de la maternelle. Un point qui est essentiel, me semble-t-il, je l'ai mis en rouge, c'est parce qu'aujourd'hui, dans cette école inclusive, même s'il ne relève pas du champ du handicap ou de la maladie ou du trouble, on a quand même une vraie problématique qui se pose sur les élèves allophones. C'est une réalité clairement dite par les enseignants. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'enfants qui sont issus de milieux migrants. Et de fait, ils sont à l'école et ils ne maîtrisent pas le français. Donc après, je ne reviens pas sur ce qui a été dit précédemment, sur effectivement tout ce qui est autour du langage. Ce n'est pas parce qu'on est en retard de langage qu'on est handicapé. C'est parce que parfois aussi, le milieu familial n'a pas pu acculturer merci, sur le langage et la maîtrise de la langue. Alors, dans la rentrée école inclusive, il y a eu 7 points qui ont été développés. Donc ça, je vous donne une information très générale. Voilà, je vous invite à aller voir la circulaire. Ce qui est important aussi, c'est que, alors là, elle s'adresse plutôt aux élèves handicapés. Alors plutôt à l'école maternelle, on a pu entreprendre tout le travail de diagnostic avec toutes les démarches qui vont être évoquées, je crois, autour de la MDPH et toutes les procédures nécessaires qui sont longues, fastidieuses. Hein. Je crois qu'il y a une vraie volonté de la secrétaire d'État aux personnes handicapées de simplifier toutes les procédures. Ça fait partie du point numéro 6, hein, simplifier les démarches, parce que c'est lourd pour des familles, c'est clairement lourd. Et puis après, derrière, il y a toutes les notifications qui viennent en appui et qui nous disent à nous, Éducation nationale, vous devez scolariser ces élèves-là. Bien, souvent, je vous le dis, souvent, 60% des enfants handicapés scolarisés à l'école élémentaire et maternelle sont accompagnés par des AESH, ex-AVS. Donc les AESH, ça ne va pas de soi. C'est-à-dire on met une tierce personne dans une classe pour accompagner un ou plusieurs élèves selon la modalité. Il faut travailler avec cette personne. Je ne sais pas si aujourd'hui on se rend compte de la difficulté à laquelle l'école est confrontée, c'est-à-dire une classe, je vais vous prendre une classe, je vous prends une classe de maternelle, c'est 28 élèves en moyenne, voire plus dans un département comme la Haute-Garonne où c'est un peu serré en termes d'effectifs. Et puis là-dedans, vous avez donc des élèves avec une dizaine en gros qui relèvent de besoins particuliers, puis après tous les autres qui fonctionnent. Et puis je ne vous parle même pas des élèves précoces qui, eux, rajoutent de l'intensité dans les apprentissages. Et on demande à un enseignant de gérer cela du mieux qu'il peut et avec des exigences qui sont attendues par l'institution, qui sont attendues par les parents. Et ça, c'est compliqué, le métier d'enseignant. Donc aujourd'hui, il faut véritablement qu'on se questionne sur comment on peut aider l'école dans la gestion des élèves à besoins particuliers, et plus particulièrement sur les élèves handicapés. Donc, les AESH, c'est un moyen, il faut travailler après avec, et il faut que là aussi, ça s'inscrive dans une dynamique. Dynamique qui a été affirmée au cours de cette rentrée à travers la volonté qu'il y ait, dès le mois de septembre et jusqu'aux vacances d'automne, un temps de rencontre entre l'enseignant, la famille, l'enfant
l'enfant en situation de handicap pour un temps d'entretien, d'échange sur, au final, qu'est-ce qui fait obstacle, quels sont les besoins particuliers. Si l'AESH a été affecté, on travaille aussi avec lui et on tente de trouver des réponses pédagogiques. Et ensuite, la question du partenariat. Alors, c'est vrai que ce travail partenarial, il est de plus en plus essentiel et que l'école ne peut pas faire tout seul. Se pose alors la question du partenariat. Alors j'ai mis le sanitaire, le médico-social et le monde libéral. Alors je l'ai différencié parce que ça ne relève pas tout à fait des mêmes procédures. Sans vexer quiconque, on est bien d'accord, je me méfie toujours. Donc sur l'hôpital de jour et les CMP, les CMPP, tout à l'heure on les a évoqués. Oui, d'accord, travaillons ensemble. Alors on est tous liés par le secret ou la réserve ou le droit de réserve. Mais disons-nous les choses clairement. Voilà, ça ne va pas forcément de soi avec le sanitaire. Il faut que là aussi on avance à pouvoir libérer la parole pour le bien de l'enfant, avec l'accord des familles, on est bien d'accord. Mais il faut que là aussi on avance sur cet aspect-là. Et il faut que le sanitaire soit aussi un élément contribuant à la réussite des parcours. Sur le médico-social, clairement, l'ARS, avec qui on a engagé une convention, les deux académies, Toulouse et Montpellier, dans la grande région Occitanie. On a engagé une convention qu'on fait vivre avec mes collègues de l'ARS qui vise à dynamiser ce partenariat, mettre à disposition les structures médico-sociales, alors de nature différente, les CESAD, les établissements, et autour des projets des élèves, et donc faire en sorte que, puisqu'aujourd'hui on sait que la scolarité en milieu ordinaire, c'est le lieu où les parcours peuvent le mieux se réaliser. Ce n'est pas les établissements médico-sociaux. Ce n'est pas leur dynamique, puisque leur dynamique, c'est de venir en appui du soin et proposer de l'éducatif. Donc, dans le milieu ordinaire, on s'allie avec le médico-social et on engage des procédures d'appui aux équipes pédagogiques. Et c'est tout le sens, je présume, que vous allez évoquer, monsieur, tout à l'heure, sur les équipes mobiles d'appui. Alors, ils ont notre nom maintenant dans notre région, vous le préciserez. Mais c'est quoi une équipe mobile d'appui ? C'est le médico-social qui vient en appui des équipes pédagogiques, au regard d'enfants qui sont notifiés MDPH. Peut-être qu'à moyen terme, on aura peut-être aussi tout cet accompagnement-là, des élèves qui ne sont pas encore MDPH, mais qui posent des difficultés parce que toutes les procédures n'ont pas été engagées, mais c'est un autre débat. Donc, un appui du médico-social sur le regard qu'on porte sur l'enfant, sur le partage de l'analyse, et ensuite sur des pistes de travail qu'on peut évoquer, et parfois aussi un travail en direction de la famille pour faire entendre le besoin de soins, parce que parfois c'est aussi très compliqué pour des familles d'accepter que leur enfant a un besoin particulier. Voilà, c'est pour ça que j'ai évoqué. Alors, je ne sais pas si j'ai une autre diapositive, parce que je pense que je vais dépasser tout mon temps. Donc, il y a cette fameuse diapositive que tout le monde connaît, mais qui est intéressant parce que, voilà, l'école, elle se veut le lieu de l'accessibilité au savoir. Voilà. Et effectivement, me semble-t-il, à l'école maternelle, qui est un lieu important, on voit bien aujourd'hui, par exemple, à travers les dernières déclarations du président de la République, qui a fait qu'on a engagé des CP à 24 et des CE1 à 24. Aujourd'hui, la volonté, c'est de dire ce cycle fondamental d'entrée dans les apprentissages fondamentaux, français écrit, français oral, français, etc., les mathématiques, comme c'est fondamental, la volonté, c'est d'être sur des classes à 24. Oui, ben oui, on le souhaite tous parce que véritablement, là, il y a un enjeu pour permettre que les apprentissages puissent se réaliser dans des conditions qui soient favorables pour tous et avec des enseignants qui puissent avoir le temps de se consacrer à tous les enfants, parce que c'est compliqué de pouvoir dégager du temps dans chacune des séances pour s'assurer que tous les élèves font les apprentissages attendus. Donc l'école a besoin de vous et nous espérons que vous répondrez présent. Donc, merci beaucoup. Moi, ce que j'ai retenu, et c'est vrai que moi je suis assez d'accord sur cette vision, c'est qu'on travaille à trois, les enseignants, ou l'équipe éducative, l'enfant et les parents. Alors, quand on pense aux enseignants, c'est 30 000 enseignants rien que pour l'Académie de Toulouse, donc on imagine quand même l'énergie pour irriguer et pour former, pas comme maternelle évidemment, mais pour irriguer ce corps enseignant et le rendre plus compétent sur ces questions, notamment de troubles du neurodéveloppement. Mais donc, dans le trio, là, le trépied, donc, les parents ont un rôle très très important.
Et donc, je vais passer la parole aux représentantes de l'APEDIS qui vont nous expliquer ce qu'est l'APEDIS et ce qu'elles font. Donc, je vais vous passer un micro chacune. Alors, je vais commencer. Michèle Charnet, présidente de l'association APEDIS Midi-Pyrénées, qui s'est créée depuis 1997, qui était déjà l'antenne d'une association qui était au niveau national et qui a donc travaillé dès le départ à créer ce partenariat avec l'éducation nationale, et on remonte donc à la réunion avec l'inspecteur monsieur Jean-Charles Ringard. Donc ça remonte déjà à 1990 et les années 2000, tout ce travail de partenariat qu'on a essayé de mettre en place. Donc nous sommes APEDIS, c'est sur Midi-Pyrénées. Nous sommes peut-être moins dans le sujet de la journée, puisque les dyslexies, on va plutôt les repérer à partir du CP. Et donc, on est plutôt... Je vais donner la parole à Michèle Cobert, qui est donc... Je suis la présidente de l'association Avenir Dysphasie Midi-Pyrénées. Et nous, notre association est pareil, raccordée au plan national avec Avenir Dysphasie France. Et sur le Midi-Pyrénées, l'association s'est créée en 1999. Donc, c'est pas... Voilà, presque pareil. Et c'est vrai qu'on fait à peu près les mêmes choses toutes les deux. On accompagne à peu près de la même façon. Alors, ce sont deux associations avec aussi DFD, Dyspraxie France 10, regroupées au niveau national dans le cadre de la Fédération française des troubles 10. Et donc, le but de toutes ces associations, c'est d'accompagner, en premier lieu, les parents, le parcours que les parents décrivent et que l'on partage le parcours du combattant depuis des années. Donc, comment ça se traduit ? C'est surtout, on reçoit les familles, on les accompagne dans les montages de tous les dossiers, on les aiguille parce que parfois, ils n'ont pas forcément tous les bilans. Et donc, de discuter avec les familles, on leur dit, mais là, il vous manque telle chose, et peut-être il faudrait voir vers telle... Donc, on essaie d'orienter les familles vers les différents bilans, les différentes structures qui pourraient les venir en aide. Qu'est-ce qu'on fait d'autre ? On fait des ateliers. Alors, on fait des ateliers de soutien de... Oui, nous puisque les parents d'enfants dysphasiques sont... Enfin, surtout les enfants, les petits jeunes dysphasiques ont de gros soucis pour s'intégrer au niveau de la scolarité, au niveau de leur père, au niveau de... Ils ont de très gros problèmes d'estime de soi. Donc, nous, on a décidé de faire des cafés-rencontres pour les parents. Et en même temps, on intègre en même temps les enfants. Ils se rencontrent. Et donc les parents peuvent voir qu'il y a d'autres parents comme eux qui sont dans les mêmes difficultés. Et les enfants voient aussi qu'ils ne sont pas tout seuls, qu'il y a aussi des copains qui ont les mêmes difficultés qu'eux. Et on arrive comme ça à faire progresser, à les faire avancer, puis surtout à les sortir de leur isolement. Voilà. Dans le cadre du partenariat avec l'éducation nationale, on participe depuis les années 2003, quand se sont créés les groupes Handiscol. On est dans les groupes de réflexion, les groupes que l'on appelle les groupes 10, sur le plan académique, toujours pour faire participer et pour faire reconnaître les difficultés que rencontrent les familles, pour les transmettre à toutes les autorités académiques. Et pareil, au niveau national, c'est au niveau des ministères qu'on travaille toujours sur le parcours des enfants. Et nous avons travaillé au niveau national aussi nous avons participé aux travaux de l'élaboration du parcours des soins avec la HAS. La Fédération française des 10 a été tout à fait associée à tous ces travaux. Bon, voilà, je pense que si vous avez des questions, on répondra. On est là pour vous répondre. Merci beaucoup. Moi, je retiens ma question. Merci. Merci beaucoup pour votre témoignage. Et puis, donc, je réserve un peu une question sur votre participation à la formation du personnel de l'éducation nationale, par exemple. Je passe maintenant la parole à Madame Donati, qui va nous parler de son dispositif médico-social en lien avec l'école.
Bonjour, donc je suis directrice d'un dispositif qui comprend un EAP, établissement pour enfants et adolescents polyhandicapés, un IME et un CESAD. Et du coup, on est typiquement médico-social et on propose des prestations dans ce champ-là. Donc, on intervient au titre du handicap et sur notification, effectivement, de la MDPH. Pour autant, notre champ d'action est élargi dans le sens où les établissements gérés par la Croix-Rouge sont répartis sur tout le territoire français et que dans l'Hérault, puisqu'on se situe dans le sud de l'Hérault, on n'a pas d'établissement filière, ni en aval, ni en amont, de structures pour jeunes enfants ou de structures pour adultes. Donc on s'inscrit sur une réponse de territoire avec différents partenaires. C'est dans ce cadre-là que notre première intervention se fait avec un réseau qu'on a constitué qui s'appelle le réseau Autisme Biterrois, avec des associations de familles, avec l'hôpital, avec la MDPH, avec l'éducation nationale, d'autres partenaires du médico-social pour essayer de répondre aux besoins sur le territoire. C'est, par exemple, l'an dernier, cette année, sur la Journée mondiale de l'autisme, on s'est répartis sur des interventions dans des dispositifs de droit commun, comme en tout cas nous, on est intervenus dans les centres de loisirs de Béziers pour informer, sensibiliser les professionnels sur l'accompagnement, la prise en compte des enfants présentant des TSA. Il y a eu la même chose pour des collèges, il y a eu la même chose dans des écoles, il y a eu la même chose dans le milieu du travail. Voilà, tout l'Hérault s'est organisé pour diluer un petit peu ces sensibilisations plutôt que de faire une grande intervention centralisée. C'était l'option que nous avions choisie. Ensuite, on peut intervenir. Donc, alors, je ne vais pas parler d'intervention de l'IME ou du CESAD. Je dirais que, en fait, toutes les bonnes volontés sont requises. Et du coup, nos interventions se font aussi dans des informations là où des enfants sont inscrits, donc aux enseignants, mais aussi parfois aux élèves directement pour expliquer qu'est-ce que l'autisme, quelles sont les particularités de ces enfants. Alors bien sûr, c'est en accord avec les familles, parce que sinon on ne se permettrait pas d'intervenir, mais disons que ça peut aider. On fait aussi des accompagnements individuels, bien sûr, hein, c'est le propre des CESAD, service d'éducation et de soins à domicile. Quand on dit domicile, on entend tous les lieux de vie de l'enfant. Donc pour des remédiations cognitives, des ateliers thérapeutiques de type psychomotricité. Des fois, on intervient pour aider la socialisation en cours de récréation ou à la cantine. On fait aussi des accompagnements au changement avec des stratégies d'anticipation, des outils qu'on prépare en amont pour pouvoir les remettre aux enseignants ou aux auxiliaires de vie scolaire. On fait aussi des visites avec les familles, avec les enfants pour préparer les changements. On installe des repères de temps, d'espace, des outils de communication, des tableaux avec ce qui est autorisé, ce qui est interdit. Voilà, on essaye d'encoder le monde qui leur est inaccessible. On fait aussi des accompagnements de groupe qui s'adressent aux enfants de la classe, dont un enfant en situation de handicap, avec des médiations spécifiques que nos professionnels maîtrisent, que ce soit l'escalade, la pratique du bao-pao, c'est un instrument de musique qui est assez accessible. Bon, vous chercherez sur Internet, mais c'est vrai que c'est un bon support. On fait aussi des aménagements de postes d'élèves avec du matériel, des cloisons sur les côtés du bureau, de la feuille, l'utilisation de timers, la mise en place de casques si besoin, le séquençage, des classeurs d'activités pour les temps libres, le recours au contrat jeton pour essayer d'encourager les enfants dans leurs apprentissages. On est fonction ressources aussi avec une dimension de formation pour les intervenants directs, comme
comme les AVS, les animateurs de centres de loisirs, les intervenants des services à domicile aussi. Et ça nécessite du temps pour se faire, parce que c'est une question aussi, hein, moi, je ne vais pas la ramener avec la question des moyens, mais c'est vrai que les auxiliaires de vie scolaire, les services à domicile ne disposent pas toujours du temps de coordination et d'information en dehors de la prise en charge directe de l'enfant. On accompagne aussi les orientations et les admissions avec la possibilité de parcours partagés entre de l'accueil en établissement et du temps de scolarisation, parce que quand on parle d'inclusion, il faut aussi intégrer la nuance de la question du temps de scolarisation. Il y a des enfants qui sont scolarisés très très peu dans la semaine et qui du coup sont quasi à demeure à domicile. Donc du coup, il faut trouver d'autres lieux de stimulation, de sollicitation. Et la fonction de coordination pour les parcours choisis ou les parcours par défaut, parce que y a des listes d'attente très importantes dans les structures et les services qui font que il faut mettre en cohérence les différents acteurs, que ce soit les acteurs libéraux, l'école, les services à domicile. C'est un coordinateur qui est légitimé pour organiser cette cohérence de parcours. Ça peut être l'enseignant référent, ça peut être un CAMS, ça peut être le PCPE. PCPE. Ah, zut. J'ai un trou. Oui, c'est ça. Bon. Et puis la famille également qui peut être le coordinateur parce qu'elle le souhaite. Moi, je vais vous parler peut-être un petit peu des freins. L'inclusion au niveau individuel, au niveau de l'enfant, ne se décrète pas, ne se revendique pas. Elle engage et elle s'accompagne de part et d'autre. La seule justification de l'application du droit n'est pas vertueuse, mais elle peut être réductrice pour les personnes qui doivent la revendiquer. Pris au premier degré, elle ne permettra pas aux structures d'évoluer, en tout cas pas sans la contribution de ces acteurs. C'est une base, tout au plus un référentiel. Il n'y a rien de pire qu'un accès au droit contraint, c'est le terreau de conduite d'échec et de rejet. Les exclus de l'intérieur, comme les appelait Bourdieu, sont le produit d'une application mécanique de la loi. Ça, c'est un frein. Sur le plan administratif aussi, des restrictions ou des cases dans lesquelles il faut absolument rentrer, et puis qui ont leur raison d'être. Elles préviennent les risques de tous ordres. La question du transport des enfants par les enseignants, qui n'est pas possible. La question des dérogations d'âge qu'il faut solliciter, de redoublement de classe, de maintien par défaut, de double notification, de double prise en charge. Tout ça limite la souplesse de l'offre médico-sociale encore aujourd'hui. Alors bien sûr, ça va évoluer. On rentre dans la logique de réponse aux besoins avec la nomenclature Séraphin. En face de ces besoins, on aura les prestations et on va rentrer dans un autre système de comptabilisation de notre savoir-faire. Depuis des années, le médico-social a essayé de multiples expérimentations du coût humain, comme par exemple les UASMO, ces unités d'aide à la scolarisation en milieu ordinaire. C'est très vieux, mais ça ressemblait aux Ulysse, 6 enfants dans une école, accompagnés par un enseignant et un AVS et un service médico-social. Des services de prestations médico-sociales avec des parcours partagés, ça date de 2004. Geste 21 dans la Loire qui ouvrait une classe externalisée en 1974 et qui évoquait déjà la notion d'autodétermination. Donc on sent que les choses s'assouplissent et c'est un bon signe. On a besoin de leviers aussi qui semblent favorables à ces réponses ajustées et évolutives. La question de l'accessibilité, de l'égalité dans les différents territoires. C'est vrai que tous les hauts cantons de l'Hérault sont vraiment encore dans des zones blanches et
la question de l'accès à de l'orthophonie, à des soins, à un médecin même, est compliquée. Une attention particulière aussi est à apporter à la question de la communication, la maîtrise du langage ou tout autre mode de communication alternative est un facteur de réussite pour la participation sociale de l'enfant. Alors ça a été présenté dans la table ronde auparavant, mais vraiment j'insiste là-dessus parce que si on veut que l'enfant participe à son projet, c'est une des clés d'entrée. La mise en confiance de toutes les parties est indispensable et primordiale, avec l'identification des dispositifs ressources, mais aussi des difficultés, une transparence sur cette connaissance, cette évaluation de l'enfant qui est indispensable de prendre le temps de se poser, de poser des questions avant de s'engager, de partager les réalités de l'enfant, de savoir où s'adresser, comment entrer en relation avec des interlocuteurs compétents. C'est un facteur sécurisant et facilitateur pour les familles, pour les personnes qui accueillent un enfant qui a des difficultés ou des particularités. Et c'est facilitateur dans un processus d'accueil. La notion de parcours ne vaut que s'il est singulier. Les familles parlent de parcours du combattant, luttant contre les forces de résistance. Il s'agit de trouver une place, une de celles qui répondent aux besoins de l'enfant et pas un parcours de normalité, non pas un parcours filière qui soit scolaire, social ou médico-social, mais qui puisse considérer, par exemple, à titre d'exemple, 2 séances par semaine d'orthophonie, un temps d'accueil en crèche ou des temps de scolarisation, une séance par jour de verticalisation avec du personnel qualifié pour un enfant polyhandicapé. Une séance Snows-Hélène dans une salle spécifique d'une institution qui serait mutualisée pour d'autres structures, pour d'autres enfants. Il s'agit quand même pour certains aussi de définir un lieu d'ancrage en dehors du domicile de l'enfant où il pourra se poser, trouver des repères réguliers mais aussi évolutifs, adaptés à son profil sensoriel, par exemple. Prévoir et organiser cet environnement, le temps, l'espace, à son échelle et à sa capacité de le comprendre et donc à y participer. Il convient donc de travailler sur le contexte. Cela questionne les lieux d'éducation gouvernés par la norme et le niveau de classement. Cela met en cause les milieux professionnels fondés sur des standards. Il s'agit alors de redonner du sens à la vie sociale dans un espace partagé, car au final, l'humanité est une infinité de singularités où chacun peut participer à sa mesure. Merci beaucoup. Donc, j'ai bien compris. Moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'effectivement, les structures, les dispositifs médico-sociaux, bon, on le sait, mais se déplacent de plus en plus sur les lieux de vie, les lieux d'apprentissage, comme l'école. Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que vous faites du lien aussi, finalement, entre les partenaires, parce que quand vous formez des personnels périscolaires en même temps que des personnels d'éducation nationale, ben, vous faites du lien et puisque l'enfant, il est saucissonné pendant sa journée, temps de classe d'éducation nationale, temps de cantine collectivité locale. Donc, moi, j'apprécie cette approche qui est vraiment beaucoup plus globale. Et pour finir, les interventions de cette table ronde. Donc, Monsieur Tosi, vous allez nous parler justement de ce déplacement d'équipe mobile et vous allez nous expliquer ce que c'est et en quoi elle apporte un plus pour les enfants, les élèves et les équipes. Merci. Bonjour à tous, donc je m'appelle Tosi Emmanuel, je suis directeur du pôle enfance ouest de l'AFDAIM, donc association départementale qui gère à peu près et qui s'occupe de 1800 personnes en situation de handicap. Je gère donc 3 IME, un CESAD et dernièrement donc la mise en place d'une équipe mobile. Donc équipe mobile d'appui médico-social pour la scolarisation d'enfants en situation de handicap. Donc cette équipe mobile a vu le jour suite à la circulaire du 14 juin 2019 et aussi en lien avec la loi pour une école de confiance. Donc cette équipe vient, j'allais dire, de se mettre en place depuis début septembre. Donc il est important aussi de préciser que c'est un dispositif expérimental.
Sur l'Aude, puisque nous intervenons principalement sur l'Aude, nous avons 2 équipes qui sont gérées par 2 associations. L'équipe dont je m'occupe s'occupe de l'ouest du département. Et donc, elle est pour qui ? Elle est surtout en direction, de l'ensemble des enfants en situation de handicap ayant une notification MDPH ou pas. Donc ça, c'est déjà un premier axe qui est important à souligner. On a, avec les acteurs, donc que ce soit l'éducation nationale, mais aussi l'ARS, développé, un peu cette spécificité pour essayer de répondre en amont aux problématiques que l'on peut rencontrer au niveau des enfants à besoins particuliers. Donc, je vais vous présenter rapidement l'équipe mobile, ses missions et aussi les modalités de saisine de cette équipe, donc, comme je vous l'ai dit, la scolarisation effective des élèves en situation de handicap constitue un enjeu donc partagé, bien évidemment, par l'Éducation nationale, par l'Agence régionale de la santé, mais aussi aujourd'hui par les ESMS. Alors, pour qui ? Je vous l'ai dit, pour des enfants donc sur un territoire et pas forcément identifiés comme en situation de handicap. Il est aussi important de préciser que cette équipe mobile va faire de la prestation indirecte en direction de l'ensemble du corps enseignant, c'est-à-dire en direction bien sûr des enseignants, des AESH, mais aussi des CPE, des psychologues, des médecins scolaires. C'est vraiment l'ensemble de la communauté éducative. Et c'est bien de la prestation indirecte, c'est-à-dire qu'on ne va pas intervenir directement, comme pourrait le faire un CESAD, sur l'enfant. C'est vraiment de venir en appui ressources, au niveau de la communauté éducative. Voilà. Au niveau du cadre de mobilisation de l'équipe d'appui médico-social, dans l'Aude, nous avons fait le choix en fait d'avoir 3 degrés, d'intervention pour identifier clairement les situations de ces enfants et pour que l'équipe intervienne au niveau des enseignants. Donc tout à l'heure, vous l'avez présenté un peu, nous avons ce qu'on appelle le premier niveau pour essayer d'apporter des réponses. Donc c'est tout ce qui touche les PPRE, les PAP. Donc ça, c'est mis en œuvre au niveau de l'éducation nationale. Le deuxième niveau, c'est tout ce qui touche les RASED, les aides spécialisées à dominante pédagogique rééducative. C'est comment, en fait, d'autres professionnels de l'éducation nationale vont venir intervenir pour maintenir les enfants en situation de handicap ou à besoins particuliers au sein de l'école. Et ensuite, si jamais les solutions ne sont pas satisfaisantes ou des problématiques sont encore rencontrées, on va faire appel donc à l'équipe mobile d'appui à la scolarisation. Voilà. Alors, les principales missions de cette équipe, c'est tout d'abord des actions de sensibilisation bien entendu à l'égard de l'ensemble des enseignants, de la communauté éducative bien entendu, à ESH. Donc aujourd'hui, on a encore peu de recul pour que je puisse développer davantage ces actions-là, mais il nous semblait aussi important d'avoir des actions de sensibilisation au niveau des enfants et de l'ensemble des enfants dans une classe, puisque parler de l'inclusion, c'est aussi, ça concerne une société entière et les enfants sont les premiers concernés, ne les oublions pas. Le deuxième point, c'est un peu, et même beaucoup, notre savoir-faire en tant que médico-social, en accompagnant quotidiennement des enfants en situation de handicap, donc devenir en tant que personne ressource et avec nos outils pour venir soutenir l'équipe éducative et l'équipe d'enseignement. Alors là, j'aimerais ôter des fois un mot qui est souvent dans la circulaire, c'est le mot un peu expertise, qui parfois nous fait un peu peur. Une nouvelle fois, nous arrivons en tant qu'équipe mobile pour co-construire avec les enseignants. Ce n'est pas une expertise des choses dans le sens où nous on sait et on va vous expliquer comment ça se passe. Pas du tout. C'est vraiment de faire, ensemble et de trouver ensemble des réponses pour maintenir ces enfants en situation de handicap au sein de la scolarité et de la scolarité ordinaire, Et ça, c'est un axe qui pour nous est vraiment essentiel, Alors bien sûr, on va venir en appui pour proposer à la fois notre éclairage, des outils, des pistes de réflexion et parfois aussi d'évaluation.
c'est aussi, j'allais dire en termes d'évaluation, la possibilité de mettre en œuvre au sein de nos IME notre plateau technique en fonction des situations rencontrées, c'est-à-dire que ce soit ergo, psycho, psychologue, en lien bien sûr avec les psychologues scolaires. Mais voilà, on a un certain nombre d'outils qui vont venir en appui pour essayer de trouver des situations, pour essayer de maintenir, j'allais dire, ces enfants en situation de handicap. Et ensuite, c'est aussi, alors c'était dans la circulaire, c'est de venir aussi en appui au niveau de la MDPH en fonction des situations. On n'en a pas trop parlé, mais au niveau des PAG, voilà, on peut venir aussi en appui au niveau de la MDPH pour venir faire un diagnostic aussi, trouver d'autres solutions pour accompagner les enfants. Voilà. Alors, nous intervenons aussi au niveau, on n'en a pas trop parlé, mais des PIAL et des PIAL renforcés. C'est-à-dire qu'en fonction des besoins qui vont être identifiés en fonction des écoles, nous allons donc venir en soutien, une nouvelle fois, en mettant en œuvre et en essayant d'identifier les besoins en fonction des établissements, en apportant une expertise globale sur les besoins au niveau de l'équipe éducative et en fonction, j'allais dire, des différentes écoles et des différents PIAL sur un département. Voilà, donc au niveau de la saisine, la première des choses, c'est d'avoir le consentement parental, puisque si nous intervenons au niveau d'une situation, il faut bien entendu que la famille soit informée et nous donne son accord donc, pour intervenir sur la situation. Ensuite, nous avons une demande d'intervention, donc à savoir si c'est de la sensibilisation ou si c'est, j'allais dire, de venir en appui par rapport à une situation complexe clairement identifiée. Et enfin, nous avons fait le choix dans l'autre d'utiliser en fait des fiches d'observation qui sont déjà utilisées et au premier degré et au deuxième degré pour pas multiplier les outils et pour que l'information nous remonte au niveau de l'équipe mobile. Alors, cette observation au niveau du premier degré va être validée par les inspecteurs qui vont nous faire la demande. Et pour le second degré, ça sera la même chose, mais au niveau, j'allais dire, du chef d'établissement. Voilà, pour que ce ne soit pas forcément fait en direct au niveau des enseignants et qu'on se retrouve inondé, j'allais dire, de demandes. Donc le but, c'est bien qu'il y ait quelque chose un peu qui remonte. Comme je vous l'ai dit, ce dispositif est encore expérimental, hein, donc j'ai pas encore énormément de recul aujourd'hui pour pouvoir développer davantage ces aspects-là. Voilà. Donc pour dire ce qui me semble moins important par rapport à cette équipe mobile, c'est que ça part réellement des besoins du terrain aujourd'hui, puisque si vous avez lu la circulaire en fait du 14 juin, nous n'avons pas de cahier des charges par rapport à cette équipe mobile et je trouve ça très intéressant parce que ça va réellement partir du territoire et ça va réellement partir des besoins que l'ensemble des équipes, donc en Occitanie, puisque dans l'autre nous avons 2 équipes, mais tous les territoires, sauf les PO, si je ne me trompe pas, sont couverts au niveau des équipes mobiles actuellement. Et donc ça va réellement partir des besoins. Et je crois que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant à souligner, parce que d'habitude on a souvent un cahier des charges et c'est un peu plus complexe. Alors que là, ça part réellement des besoins identifiés au niveau du terrain. La deuxième chose, je l'ai abordée succinctement, mais c'est vraiment une chose qui me semble essentielle, c'est vraiment de faire équipe. Faire équipe entre les différents acteurs, éducation nationale et, j'allais dire, secteur médico-social. Il n'y a qu'ensemble qu'on pourra trouver des solutions et pas du tout de manière isolée. Mais c'est bien en termes de co-construction ensemble que nous pourrons trouver des solutions pour non seulement éviter la rupture des parcours de ces enfants, mais surtout maintenir les enfants en situation de handicap ou à besoins particuliers au sein des écoles ordinaires. Voilà. Et bien sûr, cette volonté s'inscrit aussi dans ces dynamiques inclusives, j'allais dire, inclusives au niveau de la scolarité, qui me semble bien entendu fondamentale pour que les enfants et ces enfants en situation de handicap aient une place parmi les autres et qu'eux puissent aussi être reconnus comme ayant leur place aussi au niveau de l'école, afin de leur proposer des solutions, j'allais dire des solutions adaptées et d'être reconnus et considérés non pas comme entièrement à part,
mais comme à part entière, quoi. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, avant de passer la parole à la salle, moi j'avais une question parce que c'est vrai que on dit qu'une école qui est bien traitante soutient à la fois ses enseignants, ses élèves et les parents. Et en fait, il y a aussi des situations, on en a un petit peu parlé ce matin, alors c'est lié ou pas à des troubles du neurodéveloppement, donc je suis un petit peu limite hors sujet, c'est les troubles du comportement, ce qu'on appelle parfois les élèves injustement perturbateurs. Et je voulais savoir dans quelle mesure chacun, là, dans votre mission, votre rôle, comment on peut répondre à ces situations qui mettent à mal d'abord l'enfant qui souffre, l'enseignant qui souffre, la famille qui souffre. Et comment on répond à ce type d'événements très, 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 très fréquents dans les écoles du premier degré? Les élèves ayant des difficultés à expression comportementale. C'est apparemment la nouvelle expression, pas encore copyright, mais bientôt au niveau ministériel. Donc à expression comportementale, on est d'accord, mes collègues? Oui, c'est ça. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait un constat d'une montée d'élèves ayant des difficultés à expression comportementale dans nos classes et pour lesquels il y a des gestions complexes de situations que les enseignants doivent mettre en œuvre. Alors, les équipes mobiles d'appui peuvent venir sur l'appui des équipes pédagogiques, justement. Alors, pas forcément avec l'autorisation des familles, d'ailleurs. Sur ce point-là, je crois que dans nos réunions, on n'était pas tout à fait d'accord sur ce point-là, puisque ce n'est pas de l'action directe auprès d'enfants. Une équipe peut très bien demander une observation, un avis sur une situation qui n'est pas repérée encore et pour lesquels on n'a pas besoin de l'avis de la famille, mais qui peut venir en appui et en aide de l'équipe pédagogique qui est confrontée à des difficultés dans la gestion de ces élèves-là. Alors, et effectivement, pour pouvoir commencer à poser un diagnostic, si besoin était, ensuite de mettre en œuvre tous les dispositifs nécessaires d'accompagnement, qu'ils soient sanitaires ou médico-social. Je crois que là, il y a vraiment un espace de travail parce que moi, j'ai tendance à dire en tant qu'enseignant, il y a 3 points sur lesquels on doit agir. C'est sur l'espace d'apprentissage en tant que tel, l'aspect pédagogique et didactique. Il y a l'espace du cadre et du cadre de la loi, sur lequel il faut que nous travaillions avec les élèves pour avoir à la fois ce cadre-là bien repéré et en même temps la souplesse nécessaire pour que l'élève qui a ces difficultés à accepter le cadre puisse interagir et éviter les situations de crise qui sont souvent ces moments très très pénibles et très très difficiles à gérer. Et puis après, il y a l'aspect relationnel. Je crois que ce sont des enfants qui bien souvent ont besoin d'une relation personnalisée et individualisée et pour lequel il faut qu'on accompagne nos enseignants parce que, là, comme je le disais tout à l'heure, le contexte de la classe ne le permet pas toujours quand on en a 26, 28 et d'avoir une relation individuelle pourtant nécessaire pour pouvoir accompagner, apaiser et montrer l'empathie nécessaire pour que l'enfant puisse concevoir justement que la classe est un lieu d'apprentissage et pour lequel on peut tenir compte de ses besoins et qu'en même temps il a un cadre qui le nécessite un respect pour pouvoir pouvoir vivre ensemble. Donc voilà, j'y réponds pas. Il y a vraiment une grosse montée en puissance de cette problématique-là à l'école qui est certainement liée aussi au fait qu'aujourd'hui l'école elle accueille tout le monde et sans vraiment de limite à ce jour. Peut-être que ces limites-là, elles vont devoir être parlées à un moment donné. Alors, c'est un peu grave que je dise ça, moi, de ma place. Mais c'est vrai qu'à certains moments, on ne pourra pas faire si l'élève n'est pas accompagné par de l'extérieur. Les associations, c'est une chose. Le médico-social, les médecins, etc. Mais il faut qu'on se mette tous dans cette logique de partenariat. Parce qu'il y a des enfants, ils ne pourront jamais être élèves s'ils ne bénéficient pas de l'accompagnement nécessaire pour l'être. C'est une situation qui peut donner lieu à une alerte et à une intervention d'une équipe d'appui.
Alors oui, on se rend compte là déjà très rapidement depuis là le retour des vacances, puisqu'on était en fait dans une grosse phase de communication au niveau des équipes mobiles, au niveau donc tout ce qui est inspecteur, au niveau des enseignants référents, des enseignants, des PIAL renforcés. Donc on était dans cette dynamique-là et on voit bien aujourd'hui qu'on a beaucoup de situations qui commencent à nous arriver avec des troubles du comportement. Alors aujourd'hui, vous dire comment y répondre c'est compliqué puisqu'il faut qu'on voie de manière très individuelle la problématique de chaque enfant puisque forcément elle est diverse. Voilà. Mais l'équipe mobile est là pour répondre. C'était le sens un peu de mon propos tout à l'heure en parlant de territoire et non plus de situation et de profil. Puisque même si nous avons une spécificité dans tout ce qui touche au niveau de mes établissements, de la déficience intellectuelle, des troubles du spectre autistique ou du polyhandicap, nous intervenons sur des troubles du comportement et un peu plus sur des profils, ITEP. Voilà. L'équipe mobile a aussi été constituée avec des profils assez hétérogènes pour pouvoir répondre à ces situations. Mais voilà, il est encore un peu trop tôt pour pouvoir, déjà avoir des premiers retours de ces interventions. Je voulais rassurer monsieur que le cahier des charges, il n'y est pas parce que c'est expérimental cette année, puisqu'on en a dans les équipes mobiles d'appui, mais dès l'année prochaine, vous allez voir un cahier des charges. Parce qu'il est en cours d'élaboration à travers les expériences menées cette année. C'est tout à fait ce que je disais dans le début, c'est-à-dire ça part bien des besoins et c'est bien par rapport à cette première année, on va dire, d'expérimentation qu'on va pouvoir faire remonter les besoins au niveau de l'ARS, qu'on va pouvoir ensuite décliner collectivement un cahier des charges au niveau national, quoi. La parole, une école inclut les élèves handicapés, mais qui ont aussi des troubles de santé, même passagers. Donc, voilà. Bonjour, Manon Cogent, ergothérapeute. J'exerce en libéral dans le département de l'Aude et mon retour d'expérience ou ma question va plus concerner l'attribution du matériel pédagogique par les inspections d'académie. Donc en tant qu'ergothérapeute, nous sommes donc notre mission, c'est d'améliorer et de favoriser la participation des enfants en situation de handicap, que ce soit dans leur vie quotidienne ou leur vie scolaire. Et donc dans certaines situations, la question de l'utilisation d'outils numériques et de compensation se pose et l'évaluation par un ergothérapeute apportera un éclairage. Donc nous sommes amenés à faire des préconisations précises parmi une diversité de matériel et d'outils numériques. Donc c'est dans ce cadre que l'inspection d'académie va être sollicitée via la demande à MDPH, puisque dans le département de l'Aude, les familles ont grandement besoin de soutien financier. Malheureusement, alors la MDPH soutient et valorise énormément ce dispositif. Il y a des problématiques qui se situent aujourd'hui plus au niveau, je pense, de l'inspection d'académie, malgré les efforts qui ont été faits ces dernières années. Aujourd'hui, le constat, c'est que le matériel est complètement standardisé, uniformisé. Peu importe la situation de handicap de l'élève, que ce soit handicap moteur, un trouble du neurodéveloppement, peu importe l'âge, les besoins aussi, voilà, de l'enfant. Donc il y a beaucoup d'incompatibilités. Pour juste à titre d'exemple, on attribue aujourd'hui à certains élèves des tablettes avec des logiciels qui s'installent avec CD-ROM. Donc impossibilité d'utiliser les deux ensemble. Donc finalement, un des constats, c'est qu'on vient, je trouve, rajouter, alourdir la situation de handicap d'un élève. Après un parcours très très long administrativement et des mois d'attente. Donc ma question, c'est comment on peut essayer d'améliorer cette situation très concrète. Merci beaucoup. Alors oui, la MDPH peut très bien venir... je dirais encourager ce type de procédure, d'autant plus qu'ils ne sont pas payeurs, donc c'est pas gênant. Donc, voilà. Mais c'est vrai que ça représente énormément de budget, cette question du matériel pédagogique adapté, parfois pour des réponses qui ne sont pas forcément les bonnes et les meilleures, je l'entends très bien. Alors,
C'est une vraie problématique à laquelle, au niveau du rectorat, on réfléchit. Le travail qu'on a engagé, ça fait plusieurs années déjà, sur lequel on peine un peu avec le docteur Willig, vise justement à réfléchir à cette souplesse qu'on pourrait avoir dans l'attribution de ce matériel pédagogique, répondant véritablement aux besoins de l'enfant et utilisable dans des classes, parce que ce n'est pas si simple que ça d'utiliser un ordinateur, une tablette ou tout autre objet pédagogique adapté, qui puisse être, et il faut que l'enfant soit accompagné là aussi. Alors la présence des ergothérapeutes dans la classe, dans l'usage de ces outils-là, sachant qu'aujourd'hui, il n'y a pas de prise en charge de sécurité sociale, même si on peut espérer que le dossier avance. Il y a tous ces aspects-là pour lesquels, alors, nous, on réfléchit à la question du matériel adapté, véritablement répondant aux besoins de l'enfant, et puis ensuite de la manière dont on peut favoriser le partenariat pour que cet usage-là puisse être réalisé dans la classe. Je n'ai pas une bonne réponse. Hein. C'est une vraie problématique à laquelle on réfléchit et je ne sais pas aujourd'hui, et notre service ne sait pas y répondre autrement que ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est de dire on reçoit une notification, on attribue du matériel adapté qui n'est pas forcément celui qui est attendu et en plus souvent sur des situations d'attente qui sont trop longues, donc pas satisfaisant. Donc voilà, c'est un vrai problème, on en est conscient, je ne sais pas y répondre. Alors vas-y, là. Viens là Isabelle. Alors, il y a une réponse peut-être un peu plus satisfaisante de ma collègue Isabelle Chartier, inspectrice ASH dans le Tarn. Oui, cette problématique du matériel adapté, je ne sais pas où est la dame qui a parlé, mais voilà. On l'a rencontrée aussi et on a travaillé avec l'ergothérapeute de la MDPH. On a fait un groupe de travail pour qu'il y ait une parfaite adéquation entre... parce que c'est quand même un besoin de c'est une compensation. Ça rend les apprentissages accessibles. Alors, il faut qu'on sorte des lobbies, des logiciels dédiés qu'un ergothérapeute voudrait, mais il faut qu'en fonction aussi d'une pathologie, on puisse répondre avec le matériel qui nous est, nous, accessible. Donc, on a des équivalences, si vous voulez, le générique du matériel adapté. Donc, on a travaillé avec la MDPH. Et en entrant par les pathologies, on a trouvé les outils en lien avec l'ergothérapeute qui convenaient. Et pour le délai d'instruction, on a demandé une avance au rectorat et on est en mesure à l'heure actuelle de fournir le matériel 10 jours après sa notification. Pour l'instant. Voilà. C'est pas parfait. Sûrement que les logiciels qu'on fournit sont pas forcément ceux que les ergothérapeutes auraient voulu, mais au moins ça correspond aux besoins de compensation des élèves. C'est effectivement une avancée. En revanche, du coup, moi, j'ai pas de part dans une entreprise quelconque qui développe du matériel numérique. Donc, si mes préconisations sont ce qu'elles sont, c'est en fonction de l'évaluation des compétences d'un enfant, d'un besoin en lien avec son environnement en classe. Donc voilà, je tiens juste à préciser que je rencontre les enfants, je passe du temps, l'ergothérapeute de la MDPH a des compétences, mais en l'occurrence, effectivement, ce sont les ergothérapeutes en libéral qui rencontrent les familles et qui font les évaluations. Question ? Vous pouvez vous présenter ? Bonjour, alors je m'appelle Sylvie Lecointre, je vais faire très court. En fait, je porte un projet de centre pluriprofessionnel dont certains sont déjà au courant, qui regroupe des libéraux qui sont spécialisés en pédiatrie. Et puis on a ouvert il y a quelques temps une école qui s'appelle Alphapix. Alors je sors tout de suite aussi de la discussion, c'est hors contrat, c'est privé. Oui, on est obligé pour 5 ans d'être hors contrat et privé.
Vous me dites si je me trompe, puisqu'il faut 5 ans d'évaluation pour pouvoir demander une convention. Alors peut-être plus une réflexion et puis presque un challenge et une invitation. En fait, nous, du coup, sur site, on a plusieurs compétences qui sont à disposition. On a du matériel, on a des familles très demandeuses. Donc je vois beaucoup d'énergie déployée un petit peu de façon éparse en se demandant comment on peut améliorer la communication, comment on peut tester aussi les propositions qu'on fait. Et puis peut-être de recentrer du coup par rapport aux besoins de l'enfant et de voir si lui-même peut nous donner des indicateurs sur ce qui lui est utile. Donc le pari de notre école, alors après il faudra l'évaluer, le tester, peut-être qu'on se trompe, c'est de dire que les enfants vont se saisir des dispositifs qu'on leur propose, les aménagements, qu'ils soient des aides techniques ou des aides humaines, et puis qu'on va trier au fur et à mesure pendant peut-être 3 mois, un trimestre, 1 an, 2 ans, le temps qu'il faudra pour qu'ils soient vraiment pleinement autonomes, et puis de les aider à retourner à l'école. Donc je vous entends parler d'inclusion. Je pense que dans la discussion de l'inclusion, il faudrait peut-être, voilà, moi c'est mon point de vue, hein, ça n'engage que moi, voir si une passerelle qui serait de dire certains des enfants que l'on voit, que vous accompagnez à l'éducation nationale, ont du mal à garder le rythme d'être à la fois dans une classe assez chargée, avec un enseignant qui n'a pas forcément le temps, même s'il est hyper motivé, et de dire peut-être que pendant un temps, on crée une bulle autour de lui et on essaye de lui donner un certain nombre de pistes, de stratégies pour l'autonomiser et qu'on capitalise sur le retour dans sa classe ensuite. Donc voilà notre proposition. Après, je serais très heureuse de vous accueillir et puis qu'on puisse réfléchir à ça. Moi, l'envie que j'ai, c'est que dans 5 ans, on me dise cette école, il n'y en a pas besoin, parce qu'au final, avec tout ce qui a été mis en place dans l'éducation nationale, c'est suffisant. Mais pourquoi pas servir, si ça vous tente, de lieu d'expérimentation. Voilà. Plus de questions. Bon, enfin, juste une petite remarque. Toute expérimentation est bonne à prendre. Tout ce qui fait collaborer, tout ce qui tire vers le haut, je pense, peut être intéressant. Après, moi, ce que je remarque, c'est quand on est sur des masses d'élèves. Vous voyez ce que je veux dire ? 500 000 élèves rien que sur l'académie. Donc, c'est forcément parfois difficile à mettre en place avec... oui. Après, avec une offre scolaire de premier degré dans certains départements ruraux hyper dispersés, des écoles à 1, 2, 3, 4 classes. Donc, quand on essaye de mettre en commun des ressources, des compétences, c'est parfois difficile selon les territoires. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut rajouter une remarque ou quelque chose? Je voulais juste rajouter, puisqu'on a parlé de l'autisme, tout à l'heure Madame a parlé de l'autisme, on ne l'a pas évoqué, mais dans cette rentrée école inclusive aussi, c'est le développement des structures spécifiques autisme en école maternelle et école élémentaire, les UEMA et les UEA, pour unités externalisées maternelle autisme et élémentaire autisme. Voilà, c'est ce plan-là qui est en cours dans le cadre de la j'ai oublié le nom, pardon, de moi, la stratégie autisme, voilà, national autisme. Et donc il y a aussi une véritable problématique. On a parlé des élèves ayant des problématiques de comportementales, et puis il y a tous ces élèves-là autistes aujourd'hui pour lesquels on a de belles avancées. Pour rester dans le champ de l'autisme, il faut savoir qu'aujourd'hui on est en capacité, alors c'est relatif évidemment, mais on est en capacité aujourd'hui de faire des propositions adaptées en gros à l'accompagnement des élèves porteurs d'autisme, je dirais, et pour ceux qui n'ont pas de déficience cognitive, de pouvoir aller jusqu'à l'université, puisque à l'université, il y a aussi le dispositif Aspie Friendly, qui est un dispositif certes d'émanation toulousaine, mais qui a une vocation nationale au niveau de l'ensemble des universités pour accompagner les étudiants autistes et leur permettre de réaliser des parcours adaptés et avec la reconnaissance de leurs troubles. Donc voilà, je voulais le souligner parce que je crois qu'on est tous en mouvement et que ceci participe au final à faire de notre société quelque chose de plus participatif pour tous. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, et bonne fin d'après-midi.